j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que tes fantasmes à propos de ma voix vont enfin être réalisés? Bah pas loin, je suis en train de régler le truc là, mais ça, c'est pas loin d'être parfait. Ouais, c'est parfait, je crois. Je crois que c'est parfait. Je crois Faut que... que reste à cette distance, c'est bien. On a même pas... Ouais, tu peux rester à cette distance. Je crois qu'on a même pas besoin de dire de trucs intéressants parce que ta voix est tellement parfaite que... y a pas besoin, On a quoi. même pas besoin de dire de trucs intéressants. Non. Du coup, bienvenue au LO7, Jean-Philippe, pour la deuxième fois que tu viens de ta vie. Dans ce lieu. Parce que t'es déjà venu une fois. Et t'as été dans le déni d'être venu. Oui, parce que je m'en souvenais pas. C'était une soirée un peu déguisée. Ouais, je me souviens avoir fait un bras de fer, c'est tout. T'as fait un bras de fer ici ? Où ça, exactement ? Ah bah vraiment là où t'es, je pense qu'il y avait un canapé. Ah, il y avait un canapé là et t'as fait un bras de fer contre quelqu'un que tu connais ? Ma copine. Ah, ok. Et t'as gagné ? Oui. Ok. Bon bah voilà, donc tu te souviens d'une belle victoire au LO7. Et bah écoute, non, ça fait plaisir de te réaccueillir au LO7. C'est ce que j'allais te dire, c'est que là on enregistre, on va faire de la transparence, c'est lundi matin, là. Oui, et normalement j'enregistre plutôt le mercredi après-midi. Mais j'ai choisi volontairement le lundi matin, parce que je me suis dit qu'on aurait une énergie de lundi matin entre nous et on serait pas mal, tu vois. C'est comme quand avec Urbain j'ai fait le 1er janvier, volontairement, à 12h30. En me disant voilà, ça sera dur, mais ça sera drôle. Tu fais pas tout le monde le lundi matin? Non, ça dépend des gens en fait. Je choisis l'heure en fonction de la personne. Pourquoi ce choix pour moi? Ben je sais pas, j'avais envie d'être lundi matin. Comme tu sais que je suis à la retraite, on peut vraiment profiter du lundi matin tranquille. Vrai, putain, t'es en retraite en plus. T'es vraiment à la retraite du coup? J'ai l'impression d'avoir toujours été à la retraite en fait. Mais... Et c'est la période de la vie dont j'ai le plus envie. Donc je l'ai créé le plus tôt possible. J'ai envie d'être grand-père directement. J'ai pas envie d'avoir d'enfants, de femmes, de tout. J'aimerais bien être grand-père, avoir une petite fille à emmener au parc. Et d'où te vient cette envie? Bah je sais pas. T'as envie d'avoir le temps? Ouais, elle a envie de laisser le temps dériver comme ça, de pas avoir trop d'obligations, de faire un peu ce qu'on veut, d'avoir cette place dans la société quand on est vieux aussi, on peut dire n'importe quoi, on te cède la place, on est un peu plus respecté peut-être. C'est vrai, mais est-ce que on est plus respecté genre parce que t'es vieux, on n'était pas respecté parce que t'as fait. Oui, donc, oui. Bon, c'est quand même moins bien. Si non, tu veux un respect facile. T'es à la recherche d'un respect facile, Jean-Philippe. Je sais pas, et puis j'aime de plus en plus les enfants et je trouve que quand on est un vieux comme ça, je sais pas pourquoi, c'est le même rythme que les enfants. Il y a un truc de régression quand on vieillit et j'adorerais passer être vieux et passer du temps avec des enfants. Mon Dieu. C'est tout à fait vrai. Hein, mais... Ok. Non mais parce que là tu dis que t'es à la retraite. Pour être à la retraite, il faut quand même avoir un certain nombre d'annuités. Exactement. Si on veut parler de façon concrète, c'est un peu ça effectivement. Comment ça se passe? Parce qu'en vrai, la vérité c'est que ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur scène. Même si hier t'es monté, mais t'es monté, ça fait longtemps que t'étais pas monté. Bah, je monte très peu et très irrégulièrement depuis septembre. Parce que, je sais pas, j'ai atteint un niveau de saturation, un peu de voir ces têtes dans le public, de dire ces mêmes blagues, de ces rituels le soir, et même ces journées qui sont orientées vers le soir. J'ai du mal à cloisonner mon passage le soir et la journée. Je peux pas faire la journée comme si j'allais pas jouer le soir, en fait. Il y a forcément quelque chose dans ma tête qui se prépare et qui m'empêche, par exemple, de vivre certaines émotions. Alors c'est peut-être moi qui cloisonne mal, mais c'est-à-dire que la journée, je peux pas être vraiment renfermé par exemple, ou vraiment de mauvaise humeur. Ça m'oblige à m'ouvrir un petit peu pour me dire le soir, il faut que je sois un peu ouvert vers les gens. Or, ça m'a fait vachement de bien là ces derniers mois de pouvoir assumer et vivre complètement le côté mauvaise humeur ou tristesse ou mélancolie vraiment pendant une semaine et vraiment on a le temps de vivre cette émotion sans déprime, hein, mais juste de vraiment vivre cette émotion et sans me dire le soir il faut rire le soir. C'est marrant ça parce que justement moi le quotidien il aurait tendance à me rendre un peu plus malheureux justement, enfin genre ce côté de jouer tous les soirs etc. Moi c'est pas le côté, ça m'oblige pas à être bien dans la journée justement, ça me plombe plus qu'autre chose sûrement. Pourquoi? Parce que moins sociable, parce que tu sais, tu fais rien au moment où tout le monde bosse, tu te demandes ce que tu fous là dans ton appartement à 15h, t'as rien à faire, tu te lances un film à 15h un mardi et tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre. Tu veux dire que t'es sauvé par le côté que le fait que tu joues le soir? Et jouer le soir, ça me donne la sensation de faire quelque chose réellement, tu vois. Et moi, je sais que cette routine,
elle est pas forcément agréable. Enfin, c'est pas qu'elle est agréable ou pas agréable, en fait, c'est que c'est ma vie, en fait. Et toi, tu l'as pas inclus dans le fait que c'est ta vie, quoi. C'était Non, un truc que tu faisais. Non, j'ai fait pareil d'autres trucs avant, exactement de la même manière, passionné, curieux. En fait, j'adore le processus d'apprentissage et de développement. Je trouve ça passionnant. Mais je dis pas que je dis pas que je suis hyper bon ou que je suis arrivé à tout faire, mais maintenant que j'ai compris comment arriver sur scène et faire rire avec 80% de chances que ça fonctionne, bon bah je sais pas, il y a un truc qui s'éteint en moi, qui se dissout un peu. Et comme j'ai un autre boulot à côté, je fais des voix et que je gagne ma vie avec ça, j'ai pas la nécessité absolue d'avoir un autre boulot. Ouais. Donc je vois bien que les gens qui sont au pied du mur et qui doivent trouver de l'argent ou un fonctionnement dans leur vie Alors, il y a plusieurs choses là. C'est parce que déjà, bon, on va reparler de scène un peu, mais là, quand tu dis je fais des voix, c'est exactement la phrase de Robin Williams dans Madame Doubtfire au tout début. Je fais des voix. Tu te souviens pas de ça ? Si, c'est vrai, oui. Ça commence dans un studio d'ailleurs. Et il dit je fais des voix. C'est la phrase je fais des voix. Du coup, c'est quoi faire C'est exactement. Hein, je l'ai vu en VF du coup parce que j'étais jeune. Et c'est je fais des voix. Et c'est quoi du coup faire des voix ? Eh ben, il y a deux façons de faire des voix. Je pense qu'il y a parler déjà. Voilà. La première. Ouais, c'est la troisième d'ailleurs. Il y en a les deux autres auxquels je pense professionnellement, c'est faire des voix comme Robin Williams, c'est-à-dire doubler des personnages de dessins animés ou doubler des personnages dans une autre langue dans des films. Ou faire des pubs, des publicités, des voix off en fait, des voix où on voit jamais ma tête, mais soit à la radio, soit à la télé, je fais la voix off. Et en fait, et c'est un boulot parce que attends, je suis assez je suis intrigué, je suis désolé. Mais pourquoi ? Parce que c'est un boulot. Attends, c'est un boulot parce que j'ai l'impression que entre guillemets, je suis désolé si c'est pas le cas, mais j'ai l'impression que c'est un boulot qui est à la portée de beaucoup de gens de parler. Alors, c'est sûrement pas le cas, mais qu'est-ce qu'il faut avoir en plus pour pouvoir être quelqu'un qui est casté dans le monde de la voix ? Il faut déjà une voix phonogénique qui passe dans le micro, et c'est pas le cas de tout le monde. Bah non, c'est pour ça que j'ai bien réglé ta voix au début, c'est parce qu'elle est parfaite ta voix. Merci, je savais. Et non, mais pour de vrai, il y a plein de gens où même j'ai déjà entendu, c'est étonnant, hein, comme la membrane d'un micro prend plus ou moins bien des voix. Il y a des gens qui ont des voix complètement banales ou qui savent pas jouer et qui dans le micro ça va donner quelque chose. Et il y a des gens aussi qui je sais plus, l'inverse. Ouais. J'arriverai pas à le dire. J'ai mélangé dans la tête. Lundi matin, c'est pour ça qu'on avait ça lundi matin. Et qu'est-ce qu'il faut avoir ? Après, il faut juste savoir être dirigé, quoi. Ouais. Parce que les gens te demandent des trucs et puis il faut savoir réagir, adapter sa voix. Ton plus beau gig de voix, c'est quoi ? Celui où tu te dis ça c'était bien ça. T'as fait un film, un dessin animé, un truc, non rien. Non, justement, je fais pas ces voix-là. Moi, je fais pas de doublage. Je fais que de la voix off, de la pub. Et souvent, je retiens pas du tout ce que je fais, tellement c'est le niveau -10 de la littérature, quoi. C'est vraiment. Je suis très, très content de faire ça parce que ça me prend peu de temps et je gagne ma vie grâce à ça. Mais bon, ton rythme de pré-retraité, finalement. Oui, voilà. Bah, exactement. J'ai beaucoup de temps libre. Et est-ce que t'as pas peur en disant ça publiquement que tu donnes le tips aux gens de comment être en pré-retraite ? Bah, j'ai aidé plein de gens à enregistrer des démos de voix. Je les ai branchés sur des studios. Ça n'a jamais marché. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas un milieu très ouvert, en fait. Donc, bonne chance si vous voulez essayer, quoi. Ok. Putain, bah du coup, non, mais c'est la pré-retraite, ok. Carrément. Mais j'adore cet état de dérive et de oui, je comprends. Et t'as pas peur à un moment donné, quand même, En fait, moi, j'avais réfléchi à cet état potentiel au moment où il parlait du revenu universel et où je me suis dit, peut-être que je vais pouvoir chiller un maximum et être en état de retraite à 28 ans mais j'ai eu une sensation de vide au moment où j'ai pensé à ça. Mais j'ai énormément cette sensation de vide. Et d'ailleurs, c'est l'une de mes sources d'inspiration pour la scène. L'absence d'objectif, d'ambition, l'absence toujours d'ambition, de vie sociale ou de place dans la société. Et c'est vrai que du coup, avec cette dérive ou ce vide, ma place dans la société est pas du tout évidente. C'est-à-dire que là, j'étais content pendant quelques années de dire aux gens, je suis humoriste, je fais de la scène le soir, voilà où tu peux me voir. C'est vrai que c'était assez gratifiant. Ouais. Mais quand je me demande est-ce que je continue, le principal argument c'est oui, si je continuerai pour pouvoir dire aux gens que je fais ça. Ah oui ? Ok. C'est l'un des premiers trucs où je me dis bah ouais, parce que c'est chouette, c'est très gratifiant de dire ouais, ah bon, tu fais rire des salles le soir. C'est les gens gratifiant, mais ça fait briller les yeux des gens, alors que bon, enfin moi j'adore, mais bon, c'est pas ça qui me fait forcément briller. Enfin, j'en sais rien. Si, ça me fait kiffer aussi, mais non, moi, c'est pour ça que t'as peut-être pas trouvé exactement le truc qu'il te faut, parce qu'effectivement, moi, par exemple, la scène, pour le coup, c'est viscéral, c'est-à-dire au-delà de faire rire les gens, moi, il y a les gens qui comptent, évidemment, faut respecter le public, mais il y a ce côté où si je joue pas 3 soirs de suite, je pète un plomb, tu vois, genre j'ai cette envie viscérale d'y aller, quoi. Ouais.
Pas toi. Putain, c'est triste parce que. Et du coup, tu vas quand même retenter des choses sur scène. Oui, je suis dans le circuit, je suis dans le truc. Alors, du coup, j'ai des accès à la scène, ce qui est très chouette. Et on m'invite, tu m'invites. Je t'invite parfois. Le fil. Oh là, j'ai fait un petit renvoi. Le fil ou d'autres endroits m'invitent. Et du coup, j'ai juste à dire oui. J'ai pas forcément à chercher. Enfin, voilà, oui, donc je remonte. Et okay. Hier, j'ai testé des choses, en fait, juste des idées que j'ai trouvées juste avant de monter sur scène et qui ont très bien marché. Alors je vois bien que je peux me faire confiance d'une certaine manière, et que je peux. Mais t'as pas d'urgence, t'as pas de sensation d'urgence du tout, quoi. Pas du tout. Mais j'ai aucune ambition réellement. C'est hallucinant quand je me demande chez moi et quand je vois que la seule ambition, ça pourrait être de faire briller les yeux des gens à qui je dis oui à un dîner, oui je monte sur scène. Bah ça me dégoûte en fait. Ça me dégoûte de me dire si je fais ça que pour mon ego quand je suis pas sur la scène, ça me va pas du tout. Bon, alors. Non, mais le manque d'ambition, je pense que c'est. Quand tu dis j'ai pas d'ambition, je pense que c'est une réalité chez beaucoup de gens et qu'il y a juste beaucoup de gens qui ont peur d'avouer le fait qu'ils ont pas d'ambition et quand il y a une société où il faut dire qu'on a de l'ambition, tu vois ce que je veux dire? Ok, peut-être. Ouais. Non, mais en fait, moi j'ai jamais aimé ce mot ambitieux et je me souviens d'avoir un jour eu ce débat avec un pote en disant que pour moi, en fait, les gens qui disent je suis ambitieux, c'est que il leur manque une passion ou un mot, ils ont remplacé ce truc-là par le mot ambition en fait. Mais avoir de l'ambition, ça veut rien dire en soi. Genre, ça veut dire quoi? Tu veux gagner de la thune, tu veux réussir dans ce que tu fais, tu veux être heureux. Enfin, ça veut rien dire avoir de l'ambition. Donc je trouve ça très courageux de dire que t'as pas d'ambition dans le monde d'aujourd'hui quasiment, tu vois. Je pourrais dire la seule ambition, c'est d'être heureux. Mais toi, c'est un objectif. Tu vois, le lundi matin, c'est deep quand même. Genre, la seule ambition, c'est d'être heureux, mec. Mais une ambition, ça peut être un objectif plus simple. Ça peut être j'ai l'ambition d'avoir une famille et de partager des choses, de voyager avec quelqu'un, de gagner suffisamment pour pouvoir faire ce qui me plaît. Enfin, je sais pas. Ouais. C'est vrai. Il peut y avoir des ambitions petites, simples, pas forcément de succès. L'ambition, c'est pas forcément une ambition de succès. C'est vrai, mais alors du coup, quand tu parles parce que tu parles de vide, de sensation de vide, de trucs, d'état de pré-retraite, de manque d'ambition, et en même temps. Par exemple, quelque chose d'ultra concret comme un déménagement peut te prendre 2 semaines d'énergie mentale et morale. Plus que 2 semaines. Là, je viens de déménager, mais alors c'est juste que j'ai tellement peu de choses dans ma vie que n'importe quoi prend beaucoup de place. En fait, c'est ça aussi. C'est un déséquilibre permanent. En fait, j'accorde beaucoup d'attention à ce qui se passe parce que j'ai rien d'autre ou j'ai peu de choses d'autres. Et j'aime bien d'ailleurs me passionner pour un truc. Là, le déménagement, j'ai appris un nombre de trucs sur. J'ai fait des travaux et j'ai appris un nombre de trucs sur les joints des fenêtres, l'épaisseur des carreaux, même comment poser des carreaux de salle de bain, un nombre de trucs, de détails sur. Et toi, t'es dans l'état d'esprit que tout est intéressant. Genre le joint des fenêtres et la taille des carreaux, c'est intéressant. Bah, ça m'apprend des choses en fait. Je regarde pas les habitations des gens pareilles qu'avant. En fait. Je te jure, quand je vais chez les gens, je regarde les textures, je me dis le sol ils l'ont fait comme ça et c'est intéressant d'avoir mis du cuir à côté du plastique là. Ah oui. Bah carrément. En fait, ça change ma vision du monde à chaque fois. Du monde. Bah ouais, je suis sorti avec une nana qui était chef. Ça a changé ma façon de manger. Okay. Et si je sortais mais ça c'est plus. Tu vois, mais c'est de cet ordre-là en fait. C'est chaque nouvelle chose dans ma vie peut m'apporter un voyage ou une rencontre avec quelqu'un qui a une spécialité qui est très loin de moi. Ça m'apporte énormément et ça ouvre. J'adore lire les modes d'emploi par exemple. Ok. Parce que dedans il y a des détails, il y a des trucs pas possibles pour te faire accéder à une machine qui fait du son ou qui fait la lessive ou n'importe quoi. Et je sais pas pourquoi ça ouvre à chaque fois complètement une possibilité. J'aime bien aller jusqu'au bout, tout savoir parce que le moindre des métiers a des milliers d'astuces. Ça, même le métier le plus simple, même quelqu'un qui doit conduire un bus, il a 100 trucs pour freiner, pour arrêter, doit savoir pour voir et que le on sait pas, mec dans le miroir. Ouais, tous les métiers quoi. Et ça, je trouve ça passionnant en fait que chaque domaine ait un puits sans fond de. C'est marrant parce qu'à la fois tu veux être à la retraite et à la fois tu veux apprendre tous les métiers du monde. Apprendre un métier, c'est faire des études, c'est pas travailler. C'est vrai. Donc tu voudrais faire des études toute ta vie en fait. Ouais. Alors que j'ai. Bah ouais. T'as fait des études ? Oui, j'ai fait des études d'ingénieur du son. Ah, t'as fait des études d'ingénieur du son ? Ouais, okay. À l'ISTS, c'est l'ESRA, quoi, l'école de cinéma, là. Et j'ai fait... et comédien, j'ai fait des études... T'as dit ESRA comme si je devais connaître... Je connais pas, non, mais j'ai l'impression que c'est une école d'audiovisuel hyper connue, que plein de gens ont fait. Pardon, je connais pas du tout, mais ok. Bon, bah, vous les auditeurs qui connaissez cette école. Mais du coup, ok, ingénieur du son. Et tu voulais faire quoi à ce moment-là, quand tu te lances dans l'ingénieur du son ? Bah, j'adore le son. Ah, en général. Donc, je sais pas, mais alors, pareil, comédien ou ingénieur du son, j'ai fait les cours pour les cours en fait, sans objectif. Ok. Vraiment, j'ai fait beaucoup de clowns. Oui, juste savoir quoi. Ah, t'as fait oui, c'est vrai. Ça sans aussi. savoir pourquoi. Enfin, vraiment pour moi, presque comme du développement personnel en fait. Ok. Mais c'est bien ça. T'as fait du clown du coup. Beaucoup, ouais.
Et ça se ressent aussi un peu sur scène. Ah bah, beaucoup, j'espère. Ouais. C'est Ouais. vraiment, moi, c'est la base de ce qui me. Tu peux en parler un peu parce que pour moi, le clown, c'est un truc un peu. C'est étonnant pour moi, le mot clown. Tu vois, et puis pour beaucoup de gens, Bien je sûr, pense bien sûr, d'ailleurs. ouais. Bien sûr, ouais. On associe beaucoup le clown au cirque ou Oui. à quelqu'un qui a un nez rouge et des grandes chaussures. Par mais, exemple. Mais le clown, on peut carrément l'associer par exemple aux déchiens. Oui. Pour moi, les déchiens, c'est immédiatement du clown et c'est du clown très évident. Mais beaucoup de comédiens utilisent le clown parce que par exemple quand on apprend à être comédien, il y a beaucoup de domaines. Il y a le mime, le masque neutre, l'improvisation. Le clown fait partie de ces Et disciplines. du coup, alors, parce en que fait. quand tu dis improvisation, j'imagine ce que c'est. Quand tu dis le masque, j'arrive à imaginer à peu près ce que c'est. Et quand tu dis le clown, j'arrive moins à imaginer ce que c'est Bah, en fait. Le clown, c'est mettre un masque. Le nez, c'est un masque. Ouais. Et c'est un masque qui te permet. Ouais, c'est vrai que les codes du clown, c'est d'être très présent, très sincère, très à l'écoute. Et t'es comme un enfant ou un animal pris dans la vie, comme ça, et tu prends un peu tout au premier degré et tu partages avec le public immédiatement ce que tu es en train de vivre et tout t'attire et tout. Il y a le côté premier degré, effectivement. Carrément, Oui, ouais. oui, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, ouais. Ça Et me parle plus. très enfantin et animal, quoi. Ok. S'il y avait un chat, si un chat passe sur la scène, il attire beaucoup plus l'attention que le comédien, parce que le chat, il a aucune conscience de sa représentation, et le clown, il est censé être comme ça, il arrive, il est dans son monde, dans sa bulle, il est pas là pour faire le spectacle, il est là, point. Et C'est hyper intéressant. Et c'est ça que je Et du coup, trouve par passionnant. exemple, dans le monde du clown, quand on est. Non, mais c'est vrai, quand par exemple, les gens qui font des. Enfin, le côté nez rouge, cirque, etc., c'est quoi? C'est des gens qui font de la publicité mensongère ou c'est des cousins éloignés? Non, pas du tout. Ouais, ils font partie de la famille complètement. Ok. C'est juste, on peut faire du clown sans nez aussi. Hein. Non, mais vraiment, ouais. Donc, mais par contre, oui, effectivement, je comprends mieux. C'est Et une c'est autre marrant façon, parce que ouais. du coup, je crois comprendre qu'en fait, le clown, c'est un côté c'est un état d'être complètement là, au premier degré, et sans chercher à créer une réaction, mais en créer une en étant là, quoi. Ouais, on crée forcément une réaction chez les gens et on est en miroir avec le public. C'est forcément très en lien avec le public. Tu peux pas être tout seul sur scène, tu découvres les gens qui te regardent. Et c'est comme si chaque fois était un peu la première fois, tu étais en train de naître en permanence, quoi. Ok. Non, c'est intéressant. Mec, c'est deep. Ok. Ok, c'est deep. Ok. Donc, grosse expérience de clown. Et du coup, ce qui crée. Parce que tu faisais quand même du stand-up avec ce côté micro. Est-ce que ça a été une recherche artistique ou est-ce que ça a été un truc qui s'est fait évidemment d'associer l'univers du clown, tes textes plus ou moins absurdes, pseudo-profonds, pseudo en même temps référencés, enfin, et un micro, enfin je veux dire, c'est un mélange de stand-up, de clown, de machin, de plein de choses. Est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce que tu t'es dit, tiens, il y a un truc qui se passe dans la cave de stand-up, je vais prendre un micro, mais je vais utiliser mon expérience de clown. Enfin, est-ce que ça a été réfléchi ou est-ce que ça a été naturel? Non, c'est pas calculé. En fait, c'est comme le clown, c'est mon outil, c'est ce que je fais le plus. Et je suis allé là-bas, et là-bas, il fallait prendre le micro. Donc c'est un clown qui va prendre le micro, quoi. Ok. Et comme Ah, c'est comme ça que tu le vois, c'est un clown qui prend le micro. Carrément. Et, Ok. en plus, comme il y a encore un processus d'apprentissage qui se met là-dessus, c'est-à-dire comment le clown va s'en sortir Ouais, c'est vrai. Ok. dans une autre situation qui n'est pas forcément adaptée à lui. Et attends, parce qu'avec ce style-là, j'imagine qu'il y a eu des moments peut-être plus durs que d'autres. Carrément, parce que Parce qu'il y a des fois où les gens prennent et quand ça prend, moi j'ai vu les fois où ça prenait et j'adore ça et c'est trop drôle. Mais par contre, j'imagine que parfois tu te prends un petit 23h45 au Paname à vendredi soir. Carrément. Parce Les gens ils savent pas ce qui se passe, quoi. Parce que pour faire du clown, je fais pas tout. Enfin, pour faire du clown qui fait du stand-up, il faut que les gens soient prêts. Enfin, c'est un autre code un petit peu. Et les gens qui viennent tard au Paname, par exemple, ils ont un a priori sur ce qu'ils vont voir. Ils se disent, on va voir du pur stand-up, le mec va nous parler, va nous faire telle blague. Et je pense qu'ils ont une préconception de ce qu'ils vont voir. Plus il est tard, plus ils ont une préconception de ce qu'ils vont voir, je pense. Peut-être. Et du coup, ils sont peut-être moins prêts à recevoir quelque chose d'un peu à côté ou d'un peu, je sais pas, qui tire sur aussi une autre ficelle. Donc effectivement, je me suis pris de sérieux, surtout au début, quand t'as pas les réflexes et les habitudes du stand-up. C'est-à-dire que maintenant, je peux passer dans un mode un peu plus stand-up et vraiment aller insulter quelqu'un. Enfin, gentiment, mais je veux dire, ouais. Enfin, je dis pas ta gueule, je dis tais-toi, ne parle pas. Je dis ne parle pas. Et voilà, des choses comme ça. Et ça fait basculer dans le stand-up plus... Il y a une vidéo, je crois que c'est sur un résumé de Dimanche Marrant, où je te vois et en fait tu fais une blague et à un moment donné tu t'arrêtes et tu dis à quelqu'un dans le public c'est du second degré. Et là tu dis oui parce que le mec il était plus là et au moment où tu casses le personnage pour dire c'est du second degré, on voit vraiment sur ton visage à ce moment-là dans cet extrait vidéo là t'es dans
ta performance et tu t'arrêtes pour parler à ce mec-là parce que t'as vraiment senti que fallait Ouais. le sauver, quoi. Carrément, Il Fallait- était perdu. Il fallait me sauver aussi, parce que si je fais pas ça, j'ai l'impression que du coup, je continue à m'enfoncer dans quelque chose que les gens ne comprendraient pas. Ouais, ok. Du coup, c'est comme un lien avec les gens Ok. immédiat. Je dis, oui, je leur redis, je suis là, je vous vois, et pas je suis que dans ma tête avec des trucs, et en fonction de vos réactions, je réagis, voilà, comme ça. Mais Ok. c'était une façon de revenir avec eux. Dire, ah oui, je vois que t'es largué, mais t'inquiète pas. Ouais, Un truc comme ça va bien se passer. Ouais, mais ça peut faire partie du clown aussi, hein, Est-ce que t'as un moment dans ta tête où là vraiment ça a été le moment, un bid d'exception, enfin vraiment ce moment où là particulier, quoi, où tu t'es dit là, ok, là les gens, personne comprend, quoi. ce moment dont tu parles, Ouais. à Dimanche Marrant. Il y en a eu d'autres. Non, mais je veux dire, il y en a Ah. eu un moment particulier qui t'a encore plus marqué que celui-là, Bien sûr, c'est-à-dire. ouais. Bien sûr, et au début ça se passait très mal, et petit à petit j'apprends quand je vois que ça se passe, que le courant ne passe pas, je m'arrête Ouais. et je leur dis apparemment on se rencontre pas là. Ouais. Voilà, ouais. et là à ce moment-là on commence à se rencontrer. Ok. Mais Comme du coup, dans- t'as rien lâché. Au début, t'aurais pu aussi mettre de l'eau dans ton vin pour créer un personnage plus stand-up ou quoi que ce soit, et toi tu t'es dit non, on va faire ça ou rien. Peut-être d'ailleurs parce que tu gagnes ta vie à côté et que du coup tu t'en fous, t'as eu le luxe. Enfin Oui. non, c'est même pas une question de gagner sa vie parce que je pense qu'aussi il y a une ambition artistique derrière, mais t'as eu ce truc de non, je vais faire ça ou rien, quoi. C'est comme ça que je vais être sur scène, quoi. Parce que tu Oui, dis que tu fais de oui. la scène entre guillemets parce que ça t'est arrivé et parce que t'aimes le processus et tout, mais quand même, entre apprendre un nouveau métier comme ça dans l'ombre et monter sur scène, il y a une démarche, il y a quand même une envie, quand même, il y a quand même un truc Ouais, au ouais, départ. bah, quoi. j'ai un ami qui m'a poussé à ça, hein, de toute façon. Ok. Je faisais déjà des vidéos avec Bien Clair entre nous, une On espèce va en de parler un peu laboratoire. parce que moi j'aimais bien ça. Voilà, j'ai fait sur Radio Nova des années de chroniques qui sont passées totalement inaperçues, et tant mieux, parce que c'était aussi un laboratoire. Ok. Et j'ai eu quelques bons retours, mais ce qui m'encourageait à continuer. Mais sinon, c'était vraiment, c'était incroyablement inaperçu, c'était hallucinant. Mais tant mieux, parce qu'il y avait vraiment. Et puis, ouais. Qu'est-ce que t'appelles passer inaperçu? Ah bah, que personne ne savait, ou même. Enfin, c'était vraiment comme un exercice. Mais Parce que là, par exemple, si je compte le nombre d'éditeurs peut-être d'un Café Le 7, c'est un succès d'estime par rapport au petit monde du podcast, mais on pourrait dire qu'à l'échelle d'une audience de médias traditionnels, ça passe inaperçu, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça veut dire quoi passer inaperçu pour toi? C'est dans ta tête que ça passait inaperçu ou c'est parce que vraiment, pour le coup, il y avait... l'audience de Radio Nova est pas. Ah, ok, je savais pas ça. Je connais pas les audiences de radio. était pas forcément dingue à ce moment-là. Ok. Et moi, dans ma vie, ça n'a vraiment rien changé. C'est Ah, exactement. ok, c'est ça, ok. C'est pardon. exactement comme si, enfin, je pouvais dire ça aux gens et je leur disais le soir à telle heure je fais un truc. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe sur Nova le soir à cette heure-là, quoi? Et les gens ne savaient pas du tout. Attends, mais je dis ça pourquoi? Parce que ah oui, et je faisais ça et du coup j'ai un ami qui m'a dit mais monte sur scène. Ouais, exactement. Et il m'a inscrit au Paname, au Labo du Rire, et on a préparé 5 minutes avec lui. Ok. Et voilà, et ça a commencé. Bah d'ailleurs, tu parles de Labo du Rire. Tous les comédiens qui ont joué au PAM à peu près le soir sont passés par le Labo du Rire, plus ou Ouais. moins. Et grâce à toi, ma première scène de ma vie au Paname, ça a été un mardi à 22h30. J'avais jamais fait de labo avant de ma vie. Pourquoi grâce à moi? Bah parce que c'était le Paname Comedy Club par Jean-Philippe de Ah Tinguy. putain, oui, c'est vrai. Et on était en septembre 2016 à l'époque. Donc il y a 1 an et demi maintenant. Putain, ça commence un peu à remonter. Et je t'avais invité à la deuxième du One More Joke, qui s'était plutôt bien passé. C'était une bonne soirée, etc. Ouais. Et tu m'avais dit, tiens, bah, moi j'ai un plateau au Paname, faudrait que tu viennes. Et je dis, bah avec plaisir, mais moi je savais pas du tout dans quoi j'embarquais. Ça faisait 3-4 mois que je faisais du stand-up. Ok. Et 2-3 semaines plus tard, je me retrouve au Paname, un mardi à 22h30, jamais fait de labo, rien. Et moi, le Paname, c'était juste une salle que je connaissais en tant que spectateur et en tant que Ouais. fan de stand-up. Donc hyper intimidant et impressionnant. Et en plus, je me retrouve sur une soirée de 22h30 un mardi où il y a une trentaine de personnes dans le public. À peine, dont mon petit frère qui est fan de toi d'ailleurs, on en reparlera aussi, mais t'as un vrai fan dans ma famille, Ouais. mon petit frère. Et j'allais passer en premier, et du coup Kader dit non, laisse Redouane parce que sinon le petit il va se planter en parlant de moi, tu vois, Ouais. parce que tu vois, sympa, tu vois. Et Ouais. il envoie Redouane, il fait une chauffe, et moi j'y vais, et effectivement je fais ma première Paname un mardi à 22h30, juste avant toi. Et un bon souvenir? T'as un bon souvenir ou J'ai un c'était- souvenir de. Je me suis. En fait, le souvenir que j'ai, c'est que j'ai pas lâché. C'est-à-dire que j'ai fait mon texte, j'ai fait mes 8 minutes, mais il y avait encore des blagues très faibles et il y avait aucune attention dans ce que je faisais. Enfin, c'était très dur. C'est-à-dire que j'ai déblatéré mon texte, il y avait quelques rires parce que j'avais quelques chutes, tu vois, les chutes classiques où il y a vraiment des blagues à chute pour qu'il y ait un rire, mais il n'y avait pas de rire d'intention, il n'y avait pas de rire de jeu, il n'y avait aucun rire, tu vois. Et je me souviens juste, en sortant, que les gens m'ont dit, allez, boss, c'est pas mal, tu vois, enfin, qu'il y avait une base, quoi. Et du coup, ça m'a juste dit, ok, allez, je continue. Et puis après, le Paname, la prochaine fois que j'ai fait un Paname, ça devait être un labo, un samedi ou un dimanche avec Rémi ou John, un mois plus tard, quoi. Mais en gros, j'ai commencé par un mardi 22h30, quoi. Ah, c'est drôle, ok, ouais. C'était marrant, quoi. Et du coup, toi, tu montes, et du coup, t'as même eu ton PCC au Paname, quand même. Ouais, C'est toi ouais. qui as choisi le mardi 22h30? Pas du tout, ils m'ont proposé un plateau que j'ai mis un peu de temps à accepter d'ailleurs.
Et je trouvais ça chouette d'avoir là-bas un endroit régulier, Ça, mais c'est vrai. sauf que j'ai pas pris en main vraiment la programmation ou quoi, parce que c'était d'appeler les comédiens, de s'assurer qu'ils soient là, de faire quelque chose d'un peu cohérent et tout, c'est pas un truc qui m'a intéressé. Je me suis rendu compte que ça me... Ah bah moi c'est un truc qui me stresse un peu avec le One More, ouais. C'est un Ah ouais. truc que je vais... Mais c'est un truc que t'aimes bien peut-être aussi. Non, je Faire vais le lâcher mélange. petit à petit la main là, là-dessus. Ok. Je vais moins programmer. Ouais, parce que c'est On va redéfinir un peu les rôles avec certes, mais moi il y a un côté de... J'ai envie de jouer en fait, j'ai pas envie de programmer. Ça libère un peu l'esprit pour être totalement disponible pour la scène. Et même le soir, quand tu viens, tu te préoccupes pas des autres, est-ce que ça va, l'ordre, donner les infos, les tickets boissons. Ouais, exactement. Et puis je suis plus à ce que je fais, je suis plus détendu. Par exemple, il y a un autre truc, tu vois, ce podcast, par exemple, c'est un des premiers podcasts c'est un des podcasts qu'entre guillemets, j'ai le moins préparé que j'ai jamais fait de ma vie, en fait, celui avec toi. Parce que normalement, quand je fais un podcast avec quelqu'un, j'arrive un peu à imaginer où va aller la discussion. Ouais. Et vraiment avec toi, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Mais aucune idée. Du coup, je me suis dit bon bah j'ai quelques trucs au cas où, tu vois, parce qu'il faut pas non plus qu'on tombe. Tu vois, là il y a marqué Paname mardi 22h30 en plus sans le voir, tu vois, genre voilà, bon bref, il y a des trucs de marqué, mais effectivement, il y a le côté de je savais pas où ça allait, et je sais que le fait dans ce moment d'être plus détendu par rapport à tous les choix que j'ai fait, bah ça me permet d'être plus à ce que je fais et de vraiment être là quoi. Ouais, je comprends très bien. Bah on revient à la présence au monde et aux choses. Enfin, moi, c'est un truc dans ma vie. Je fais de la méditation aussi, et ça, entre le clown et la méditation, j'ai l'impression de faire tout est thérapeutique pour moi, pour être le plus présent possible et juste pas se laisser embarquer par le reste. Mais ah non, mais je me suis fait la réflexion sur la méditation récemment. Je pense que, enfin, moi, j'arrive pas à tenir le rythme de la méditation. Ou j'arrive pas. Enfin, tu sais, j'ai pas envie d'être ce mec qui médite 20 minutes tous les 15 jours. Donc c'est aux yeux des autres. T'as pas envie d'être ce mec pour toi-même? Non, pour moi-même. C'est-à-dire que, en fait, si je fais un truc, il faut que ça ait un intérêt. Il faut pas que je fasse semblant. Enfin, tu vois, genre parfois, c'est même pas au niveau des autres, mais même moi, parfois, je me pose et je vais me mettre sur ma respiration. Et en fait, je joue au mec qui fait de la méditation, quoi. Je médite pas. Ça m'apporte pas grand. Enfin, je sens qu'il y a pas grand chose qui se passe, quoi. Okay. Et du coup, il faut je sais pas pourquoi, j'arrive pas. Parce que la méditation, on n'y arrive pas. Il n'y a pas d'objectif, t'es pas censé y arriver. T'es censé juste revenir constamment dans le présent. T'es pas censé, il y a pas de succès dans la méditation du tout. Il y a aucune notion de réussite. Mais il y a un côté peut-être, je sais pas. Alors il y a peut-être un côté où je me dis, je sais pas. Genre toi, ça te, je sais pas. Ça nourrit sur le long terme en fait. Moi, je sais que en faisant régulièrement cet exercice de revenir présent dans le corps, dans la respiration, dans les sons, dans le truc. Petit à petit ça infuse dans la vie. Ouais, t'as raison. Simplement. Et je me rends compte que j'arrive de plus. C'est comme un muscle. Si je faisais tous les jours un peu des haltères de je sais pas quoi, le muscle grossirait petit à petit. Et là, c'est un muscle qui a grossi. C'est-à-dire, je peux plus facilement revenir dans le présent. Je me laisse pas embarquer par quelque chose que quelqu'un m'aurait dit, par une inquiétude, j'arrive à être là. Putain, tu me donnes envie de reprendre. En fait, ça marche. Toi, c'est quotidien ? Quasiment, ouais. Mais en fait, ça devient quotidien. Il faut une discipline au début et après ça devient très normal quoi. Je peux le faire n'importe quand. C'est même pas un truc à faire. C'est juste un état. Ouais, quelque chose en soi qui revient, qu'on peut faire revenir comme ça. Ok. Ouais. Parce que j'ai une question. C'est un rapport avec la méditation. Mais t'es de Paris à la base ? Non, de Bordeaux. Je suis arrivé à Paris à 19 ans. Mais t'as vécu Bordeaux même ? Grande ville quoi, t'as fait. Ouais, pas de campagne. Ouais. Ok, parce que justement, peut-être ça, je me suis demandé si la méditation c'était pas un truc aussi de gens de grandes villes qui ont toujours été dans le bruit un peu, toujours été dans l'excitation d'une grande ville. Moi, je viens du. J'ai pas le droit de dire le mot Berry, putain, parce que j'ai un pote qui m'a dit que j'ai trop le mot Berry dans le podcast. Mais en même temps, c'est de là d'où je viens, donc en même temps, je t'emmerde, John Soulo, je t'emmerde et je dis Berry. Voilà, et du coup. Putain, merde, j'ai redit Berry. Faut pas que j'y dise. Cette fois de suite en plus là. Ouais, trop. Alors, du coup, je viens de là-bas. Là-bas, comme on dit, dans le centre de la France. Et je me suis fait la réflexion récemment de me dire, en fait, la méditation, peut-être que c'est un état que j'ai naturellement, parce que je suis quelqu'un de peut-être un peu stressé en fait dans la vie, mais tu vois, ce côté de tu marches et t'entends rien à part les oiseaux ou tu machin, ça j'ai vraiment connu ça et ça fait partie de moi en fait pour le coup. J'ai grandi 18 ans là-bas. Ouais. Peut-être que t'as déjà intégré ça, peut-être que c'est déjà ta propre bulle, alors que quand on vit en ville tout le temps, on a besoin de se reconstituer une bulle un peu de protection. Je me suis demandé ça. Quoi. Parce que là, t'as justement une vidéo de Bien Claire entre nous qui parle de comment bien vivre la ville. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et je parle des bruits. Tu parles des bruits, tout ça. T'es sensible à tout ça ? Les bruits, je suis méga sensible. C'est vraiment, je me sens agressé, envahi très vite par les bruits. C'est un dingue. Je viens de faire une thérapie auditive. C'est quoi ça ?
Parce que par exemple, il y a des gens qui ont des vrais problèmes identifiables au niveau des oreilles, qui ont des acouphènes par exemple, Ouais, ou ok. de l'hyperacousie, ça s'appelle. C'est-à-dire vraiment, il y a des fréquences qui ressortent beaucoup. Et les gens entendent les bruits aigus 10 fois plus fort. Et donc, moi, j'ai été diagnostiqué un peu comme ça. Tout est à peu près 15 dB plus fort pour moi. Et du coup, il y a des sons qui ressortent vachement et qui peuvent vraiment... c'est-à-dire, il y a des endroits où je peux pas passer de temps parce que c'est trop. Et on m'a fait... Il y a une thérapie pour ça où j'ai écouté 1h30 par jour des sons qui sont censés muscler et surprendre le cerveau Ok. pour le rééduquer, l'adapter à une certaine protection. Voilà, enfin, bon. Donc les boîtes de nuit, c'est un cauchemar pour toi, par exemple. Pas forcément si c'est choisi, si j'en ai envie, et si je me jette dedans, mais si je suis un peu contre ou si je suis un peu fatigué, enfin, dès que je suis pas complètement dans le sens du son, il y a souvent ça. Mais je suis pas un cas exceptionnel. Il y a plein de gens qui ont besoin de. En fait, de calme, mais- ta condition, ce que t'as, ça se développe quand t'es passif. Quand t'es actif, ça va. Quand tu choisis d'écouter ce son, ça va. Mais en fait, c'est quand t'es passif que ça peut t'agresser. Ouais, les sons C'est qui hyper étonnant, quand même. les sons qui Ok. m'agressent le plus, c'est les sons sur lesquels je ne pourrais pas avoir d'influence. Ah ok. Si, non l'inverse. Oh, j'ai fait la mauvaise phrase. Les sons qui m'agressent le plus, c'est les sons sur lesquels je pourrais avoir une influence. C'est-à-dire que la mer, par exemple, je peux pas l'arrêter, donc le son de la mer, je l'accepte complètement. Mais par exemple, le son du voisin qui tape sur son mur, je pourrais aller lui dire ne tape pas. Et ce son-là m'agace énormément parce que je pourrais lui demander de taper à un autre moment quand je serais pas là ou d'autres trucs. Quoi. Ok, donc il y a quand même un côté de contrôle sur le Ah, truc. carrément, quoi. ouais, les sons que je pourrais contrôler, ils me rendent fou parce que Est-ce j'ai envie de les qu'on serait pas contrôler. en train depuis le début, en fait, méditation, le bruit de la mer, être en pré-retraite, est-ce que tu serais pas en train de devenir, en fait, de te rapprocher de la nature comme Rousseau le rêvait, genre de devenir cette personne, de tout à ce qu'il est dans le présent, à analyser tout ce qui se passe ponctuellement et juste à prendre les émotions et les sensations telles qu'elles viennent. Bah si, carrément. Mais est-ce que tu crois que c'est un but en soi qui peut être un but intéressant? Parce qu'après, encore une fois, on revient à ce vide. Une fois que tu arrives à cet état-là de béatitude, entre guillemets, tous les gens qui, à un moment donné, tu te dis merde, est-ce que c'est pas un moment où tu commences à devenir. Tu vois, genre. Bah, si, mais moi j'ai été de plus en plus heureux au fur et à mesure que je me rapprochais du présent et d'un état Ouais. serein dans le présent. Ouais, je comprends ça. Là j'ai été que de plus en plus heureux et vraiment bien dans la vie. Ok. Mais alors jusqu'où ça peut continuer, Ce que tu dis, sais j'ai été pas. de plus en plus heureux, c'est que t'as été malheureux avant ça. Carrément, j'étais méga inconstant, très cyclotimique, très. Cyclotimique, il va falloir. Cyclotimique, ça veut dire passer d'un état à l'autre très rapidement. Ok. Et c'est vraiment très pénible, quoi. Tu peux être très content ou très pas content du tout d'une heure à l'autre. Ça C'est m'arrive. insupportable. Ouais. C'est vraiment un mal très très moderne et régulier, quoi. Et aussi être plutôt vraiment déprimé et bloqué. Enfin, c'est-à-dire vraiment n'avoir aucune perspective dans la vie, de me dire mais je rencontrerai plus jamais personne. Alors que là, t'as plus aucune Je vais perspective, mais tu plus- le prends positivement. Mais c'est vrai, je pense. En fait, rien n'a changé sauf mon point de vue. Et je Ok. pense que c'est la seule chose qu'on peut modifier dans la vie, Bah oui, son oui. point de vue. Bien sûr, c'est Donc sûr. je pense effectivement que t'as raison. T'as Ouais. tout changé sur ton point de vue, mais du coup, ok, ça va quand même avec, par exemple, quand tu rencontres une meuf ou quand tu déménages, encore une fois, ou quand tu te lances dans un nouveau projet, il y a quand même du concret là-dedans. Par exemple, ta vie sentimentale en ce moment, sans avoir de savoir où ça en est exactement en termes de est-ce que t'es en couple ou pas, mais est-ce que tu arrives à gérer le fait d'être tout à ce que t'es et avoir une vie très. C'est quand même une vie pas égoïste, mais égocentrée. Enfin, pas égocentrée non plus, Si, parce que. carrément. Mais est-ce que Centré tu arrives sur- à aller avoir une relation avec l'autre, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? C'est du travail. C'est du Vraiment, travail. Vraiment, ouais, c'est clair. Donc tout est du travail finalement. Carrément. Et c'est vraiment ça que, oui, tout est du travail, mais non rémunéré. C'est vrai que c'est le mot travail employé pour autre chose. T'as raison. C'est vrai que c'est intéressant de voir le mot travail sous cet autre angle-là, un travail sur soi, mais qui peut, effectivement, faut être vigilant sur l'égocentrisme, parce que on est à deux doigts de tout ramener à soi. Tout le temps, on est quoi. à deux doigts, on est complètement Ouais, en train de ouais, te ramener oui, à mais nous. Ouais. après, quand on est dans un rapport avec quelqu'un, en communication, en relation avec quelqu'un, si on veut vraiment être en relation avec quelqu'un, il faut écouter vraiment et enfin voilà, et il faut laisser tomber aussi son ego. Il faut apprendre, c'est un autre apprentissage C'est un encore. autre apprentissage. Et en parlant de tout ça, ça me fait penser à un truc, c'est un débat que j'ai déjà eu avec Seb Marx, mais je sais pas si dans l'épisode précédent ou c'est quand on a enregistré donc voilà quoi son podcast à lui, mais en tout cas on a eu ce débat sur le fait de faire de la scène et la gestion des réseaux sociaux en ce moment, et ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que d'être tout à soi, et on parle d'égocentrisme, je pense qu'aujourd'hui par exemple si la scène ça a pu te saouler aussi peut-être à un moment donné, c'est qu'à ce côté de c'est pas que de la scène aujourd'hui, c'est de la présence, c'est de De l'image, devoir ouais. exister. Ah ouais, Et ouais. moi si tu veux là il y a un truc qui m'a déprimé profondément récemment, et
Et j'aime trop le stand-up et la scène pour que ça me fasse arrêter. Mais par contre, ça m'a vraiment mis dans une espèce de doute où ça a duré longtemps et c'était chiant. Où j'ai hésité. J'ai pas failli pleurer, j'ai vraiment eu un problème de voix. Si, il a fait pleurer. On dirait que je fous en larmes. Et c'est chiant. Non, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, tu vois, j'ai Instagram, je commence à regarder les stories des gens et puis je commence à voir que les stories, c'est vraiment beaucoup de gens en selfie qui disent ce qu'ils pensent ou qui parlent de machin ou qui montrent où ils sont en ce moment. À me dire que par exemple, aujourd'hui, on est dans un monde où si quelqu'un doit visiter le Grand Canyon, je pense, et que si sa batterie de téléphone tombe en rade au moment où il y allait, je pense qu'il fait demi-tour et il se dit ça sert plus à rien d'y aller. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pourquoi j'irais si je peux pas dire aux gens que je suis au Grand Canyon? Tu vois, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde un peu comme carrément. qui me fait un peu peur. Et du coup, en fait, j'ai remarqué que le point commun entre beaucoup de comédiens qui sont sur scène, c'est de se montrer en permanence et d'être présent. Ça. Épuisant. Et moi, en fait, j'ai hésité à un moment donné à couper Facebook et Instagram. Bon, je suis pas encore assez en place pour le faire, mais je pense que le jour où ça marchera peut-être un peu mieux pour moi, si le podcast est bien écouté, si j'ai une heure qui marche bien ou un truc comme ça, c'est dans longtemps. Hein, j'ai pas. Mais je pense qu'un de mes premiers moves, ça sera d'arrêter tout ça parce que. Je pense que, c'est contre-productif parce qu'en fait, les gens s'écoutent parler, s'écoutent s'entendre et évitent de réfléchir. Et 2, en fait, quand on parle d'égocentrisme, c'est ça, c'est-à-dire que les gens consomment, enfin, je sais pas, je trouve ça très oppressant. Et du coup, juste pour revenir à ça, c'est que ce côté, effectivement, être tout à soi et être dans le moment présent, c'est complètement antinomique avec cette période de réseaux sociaux où tu dois être présent partout. Carrément, et toi, ça a dû te libérer un petit peu de ce côté-là, quoi. Parce qu'on t'oblige à communiquer avant, tu vois, il y a ce côté communique, sois présent, fais vivre ta page, cette fameuse phrase de fais vivre ta page Facebook. Tu vois ce que je veux dire? Pour exister, c'est marrant parce que vraiment, il y a deux sortes de présence. Il y a la présence au public sur scène, être très présent là, et la présence médiatique, c'est qu'il y a une nouvelle présence, et il faut arriver à exister dans les deux si tu veux veux faire ce métier. Et par exemple, au point virgule, là, Antoinette Collin, qui s'occupe de la direction de cet endroit, me disait qu'il y a encore assez peu de temps, peut-être même pas quelques années, un article dans le Parisien suffisait à remplir ta salle. Mais évidemment. Et que maintenant, un article dans le Parisien passe inaperçu. Et que ça ne changera quasiment rien. Et ça va exactement avec une analyse qui avait été hyper intéressante au moment des élections. Un président, il y a 30 ans, pour s'adresser à la France, entre guillemets, pour s'adresser à 20 millions de Français, il faisait une allocution sur TF1. Aujourd'hui, pour s'adresser à 20 millions de Français, il faut qu'il passe dans 30 médias différents. C'est énorme. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est-à-dire qu'il est obligé de passer, et puis il cible, c'est-à-dire je veux parler aux jeunes, donc je vais aller chez Combini, je veux parler aux teubés, donc je vais aller chez Domotivateur, je veux parler aux... Non mais tu vois ce que je veux dire? et tu... Non mais tu vois ce que je veux dire? Et t'as ce côté de... Et t'as ce côté de, effectivement, tu dois être présent partout. Et aujourd'hui, effectivement, tu vois la page Facebook de quelqu'un, c'est merci aux Parisiens pour l'article, merci à Combini pour l'interview, merci à ma tante pour la photo de famille où je suis jeune et du coup j'ai eu plus de likes que sur toutes les autres photos. Merci. Mais j'ai essayé de jouer ce jeu-là. Ouais. Et c'est vrai que je suis pas commercial, moi. Vraiment, j'ai pas cette fibre-là, et ça m'épuise d'essayer de trouver des façons d'exister médiatiquement. Mais après, il faut prendre des paris. C'est-à-dire que moi, par exemple, un des paris là aujourd'hui, c'est de beaucoup moins de m'en foutre de tout ça, essayer de moins poster ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, genre, et puis ça veut rien dire moins poster. Putain, quand tu t'écoutes dire j'essaye de moins poster, t'as envie de te suicider. Mais bon, c'est un peu ça, tu vois, ce côté très, 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 très oppressant pour moi aujourd'hui de l'hyper-image et de ce côté de. Parce qu'on peut être très vite déprimé de voir qu'on n'a pas autant de likes que ce qu'on aimerait, ou autant de likes que d'autres gens. On se compare, vu que tout le monde est sur le même plan, paf, on est sur le réseau, on se compare, et se comparer, c'est l'un des vrais trucs déprimants dans la vie, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Dès que tu commences à te comparer, t'es foutu. Tu déprimes, c'est sûr. C'est exactement ça. Et c'est horrible parce que le cerveau humain retient des trucs comme ça, parce que c'est ce que même si on s'en rend pas compte, et j'ai déjà testé ça sur scène et ça marche pas parce que les gens sont dans le déni de cette information, je pense. Mais je pense qu'on connaît tous au moins le nombre de likes moyen d'une ou deux photos d'une ou deux personnes et qu'on compare machinalement. Tu vois, si la vanne qui marche par exemple quand je suis sur scène, c'est de dire notre génération va sur Facebook pour vérifier que les gens qu'on n'aime pas réussissent moins bien leur vie que nous en fait. Et il y a un petit côté ça, tu vois, carrément, ce côté de où j'en suis, tu vois. Et c'est vrai que c'est bizarre parce que tu l'enlèveras pas que le fait que quand je gagne un like de plus sur ma page, parce que moi je suis au stade où un like fait la différence. C'est du plaisir. Ça fait plaisir. T'as une décharge de plaisir. C'est ouf. Hein. Exactement ça comme fait si plaisir. tu fumais une clope ou je sais pas quoi. Je sais pas si tu fumes, mais enfin, moi j'ai fumé, mais je fume même pas. Mais non, mais exactement comme un vrai plaisir dans la vie, carrément. Ouais. C'est les mêmes circuits dans le cerveau. Et toi, du coup, tu le gérais comment ça quand t'avais des réseaux sociaux, des trucs comme ça? Genre, tu t'en prenais pas conscience ou comme t'as tendance à tout intellectualiser, tu l'intellectualisais, ça te faisait chier? J'ai tendance aussi à beaucoup observer ce que ça me fait. Ok. Et donc, je me voyais en train d'être accro
Bah oui. à aller voir. Et ça fait 1 heure que je suis pas allé voir la vidéo, combien il y a eu de vues, Ouais. et aller voir, j'essayais de garder cette distance qui permettait de m'observer, tout en me livrant complètement à la bête, au monstre qui me mangeait la tête, et en essayant de pas me faire complètement digérer, quoi. Mais effectivement, ouais, mais vraiment, c'est un truc que je fais. J'ai acheté un nouveau téléphone, par exemple, là, et je me suis vu, j'en avais pas besoin, hein, j'avais pas besoin d'un nouveau téléphone, et je me suis vu pendant 1 semaine me dire, oh, est-ce qu'il faut que je l'achète, quel modèle, quel truc, de devenir fou, exactement comme pour les likes, comme pour les trucs, et je trouve ça assez passionnant aussi de se voir devenir fou. Parce que ça fait de la matière après pour Ouais, mais créer, c'est après, parce exactement qu'on observe au plus près le comportement générationnel d'addiction au réseau, Mais aux nouvelles je pense que c'est un technologies, truc que je suis pas dans la théorie du complot, mais je pense que c'est un truc voulu entre guillemets hein, qu'on c'est donne à réfléchi, croire. bien C'est-à-dire sûr, que- ouais. Alors déjà pour prendre un exemple, moi si tu veux quand je suis sur ma table basse, je regarde de Facebook sur mon ordi et que je vais aller cuisiner. Ouais, il neige, c'est ouf. On va Magnifique, devoir faire une ouais. story Instagram pour montrer qu'il neige. Finis ta Et, phrase, pardon. Ouais. Et que je suis là et que je vais aller cuisiner et que je prends mon téléphone dans ma main et que la première chose que je fais c'est je mets Facebook et je le réactualise et que je viens d'aller voir là et si tu veux j'ai envie de me péter la tête quand je fais ça. Et en fait, est-ce que par exemple ces réseaux sociaux c'est pas aussi ce truc qui nous fait passer dans une société de contrôle où en fait les réseaux sociaux c'est un peu un moyen d'être self-conscious entre guillemets Ouais. et de nous contrôler un petit peu, tu vois, ça nous empêche de faire des conneries, c'est-à-dire que Ça encadre vachement, c'est sûr. ça hein. encadre. Aujourd'hui on est dans des paradigmes où effectivement faut pas déraper, faut pas machin, en même temps déraper ça fait pas trop de mal parce que ça peut faire du buzz, mais en même temps est-ce que C'est effrayant, mais c'est des questions Ouais, vraiment ouais. inutiles. Ouais, C'est- ouais. on évolue, mais on évolue pas forcément dans le bon sens. Mais c'est marrant parce que ça me fait repenser à la méditation, où la méditation, c'est une espèce de prise de conscience de là où on en est maintenant Ouais, tout de suite. ouais. Et par exemple, la méditation, ça peut être que tu prennes conscience que tu viens de saisir ton téléphone et d'aller sur Facebook exactement. et de le poser, et juste avoir conscience de ça. Mais ça je le fais, ouais. C'est une très bonne étape, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas qu'ils sont sur Facebook. Ils y sont tout le temps. Enfin, Mais c'est quand, par exemple, la dernière fois, tu sais, c'est une question que je me suis posée récemment, c'est quand la dernière fois que un pote à toi a fait un voyage et que t'as pas su qu'il avait fait un voyage jusqu'au jour où il est revenu et qu'il te l'a expliqué ce voyage, quoi. Bah non, ça existe C'est impossible. pas. Tu sais où les gens sont, tu sais ce que les gens font. Là, je sais qu'il y a un pote qui est en Thaïlande, je savais pas. Mais comment je l'ai appris, c'est pas parce qu'il est revenu de Thaïlande et qu'il m'a dit hey, je suis allé en Thaïlande, c'est parce que c'est le jour 1 et que j'ai vu une story Instagram où il a ouvert la porte de sa chambre et Bah qu'il a ouais. filmé le soleil et la mer et qu'il a fait. Et en plus, ça fait un petit peu une espèce de doigt d'honneur à tout le monde, je trouve. C'est le côté de Ah, I woke up like this, je crois, ils disent maintenant les gens, tu sais, genre en mode. Enfin, Ouais. c'est. Ouais. La seule personne pour laquelle j'ai entendu ça, et c'est vraiment quelqu'un que je connais pas bien du tout, c'est Bunai Min, Ouais. où je sais pas, je le voyais tout le temps, et à un moment donné, je le voyais plus du tout sur les plateaux. Et quelqu'un m'a dit, oh, il doit être en Thaïlande. Et c'est le seul fois où je l'ai pas appris par les réseaux. Parce que, oui, après, il fait des disparaît. lives de temps en temps où il parle avec. C'est un peu d'accord, il fait marrant. ça aussi. C'est marrant de faire des lives ou je sais pas quoi. Enfin, il fait. Après, tu gères comme tu veux. Ok. Mais effectivement, il y a des gens qui montrent moins ce qu'ils font, etc. Ils vivent simplement le truc. Ils vivent. Parce que par exemple, moi, j'aime pas les gens qui se filment, qui filment leur tête en train de dire quelque chose dans un lieu dont je m'en fous complètement. Mais je pense qu'on peut aussi faire ça d'une autre manière. On peut tout réinventer Oui, tout oui, le temps, c'est et, ça, c'est ça. et on peut le faire d'une manière très personnelle. Utiliser cet outil. Ouais, Ouais, pour, c'est pas forcément la forme qui est Oui, répréhensible, bien en fait. sûr. Mais après, ça crée des gens. Enfin, je te C'est- dis là, quand moi là en ce moment, je vois aussi beaucoup de patrons de start-up. Enfin, je m'étais intéressé à ça. En fait, je voulais faire une espèce de petite pastille sur parce que j'en suis 3-4 des patrons de start-up parisiennes qui se filment en permanence dans leur quotidien et qui font des vlogs quotidiens de ce qu'ils font dans leur vie et qui disent voilà, alors celle-là je suis en réunion et puis tu vois les gens, tu sais, il y a les 3 personnes qui acceptent d'être filmées dans le fond qui se montrent un peu et les 3 autres qui refusent et qui sont comme ça, ou alors ils se filment à la salle de sport. Enfin, tu vois, c'est des gens qui se filment en permanence et qui pensent que leur vie est intéressante en permanence et qui sont en train de réinventer une sorte de télé-réalité en gros de leur vie. Et si tu veux, j'ai voulu faire une pastille là-dessus pour humoristique, et en fait Chris Esquer a fait ça avec Importantissime, et Génial. en fait Chris Esquer qui est ouais, pour moi enfin je suis très très sensible au stand-up, donc j'ai beaucoup de références stand-up, mais dans l'humour Chris Esquer fait partie des gens moi qui m'ont fait Pareil, péter le ouais, cerveau, bien sûr, ouais. péter le cerveau. Et Importantissime en fait c'est ça. Surtout qu'Impossible, d'ailleurs, un petit coup de promo gratos pour rien. Si vous n'avez pas vu la 3e saison, c'est des épisodes de 15 minutes. Et Ouais. du coup, vous en avez 4 fois plus que les anciennes saisons. Et c'est exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel. Et tout ça pour dire que, en fait, ouais, tu crées aussi une société quand même de gens qui se filment en permanence. Et si tu veux, enfin, par exemple, ces fameux patrons de start-up, ils ont une 50aine d'employés. Ces employés-là, si tu veux, quand ils sont filmés en morning breakfast, on est obligé de dire une blague. Dis une blague. C'est une blague là maintenant. C'est la blague du lundi matin. Dis une blague. Horrible. J'ai déjà vu une scène, pour te dire, et après j'arrêterai de parler de ça, mais j'ai déjà vu une scène
où il y avait en fait le mec filme son arrivée et c'est un matin et il y a un mec qui vient d'arriver dans la boîte donc il doit faire une blague et il y avait les caméras d'une émission de télé qui étaient là pour faire un reportage sur la boîte et le mec dit est-ce que vous pouvez couper la caméra parce que c'est le moment de la blague et c'est personnel ça et les gens coupent la caméra sauf que lui filme la blague. Bah ouais. Et du coup en fait c'était pas pour que ça soit pas filmé, c'était pour avoir l'exclu je pense. Ouais, Je sais ouais. pas c'était quoi le délire Ouais, mais c'est ça. c'est en mode ne filmez pas mais moi enfin c'est-à-dire qu'on rentre dans des trucs où les gens se rendent pas compte quoi. Les gens se rendent plus compte. C'est exactement ce que Paul Deschanel disait dans le podcast, c'était intéressant quand il disait c'est marrant qu'on ait reproché à Claude Lelouch d'avoir filmé pendant l'enterrement de Johnny parce qu'il dit comment les gens se sont aperçus de ça à travers une caméra qui filmait Claude Lelouch qui filme l'enterrement de Johnny tu vois et les gens se rendent pas compte qu'en fait ils sont dans une Inception à 3 niveaux quoi. Ouais. Bon ça, bref. non mais c'est vrai que ça change notre rapport au Toi, monde. est-ce que ça nos pourrait être un truc comportements qui et tout. te ferait jamais revenir dans le monde de la comédie ou de la notoriété enfin tu vois ce que je veux dire ou est-ce que c'est tu marrant pourrais parce que là accepter tu viens de dire le monde de la comédie ou de la notoriété. Ouais. C'est vraiment que j'ai pas envie d'être dans le monde de la notoriété, Ouais, moi j'ai exactement. juste envie d'être sur scène Bah oui, et mais de est-ce que partager quelque chose. Mais alors si être sur scène et partager quelque chose avec les gens doit absolument passer par du contenu médiatique, je sais pas dans quelle mesure je suis prêt à vraiment faire quelque chose. J'ai déjà fait plusieurs tentatives qui s'arrêtent très rapidement parce que vraiment je me vois pas fournir du contenu. Mais d'ailleurs, moi j'ai pas de boîte de prod, mais je sais que dans les boîtes de prod, on dit aux artistes publiez le plus souvent possible quelque chose sur votre vie, n'importe quoi. Mais sauf que ça me fait un dégueulis de vide. Oh là là, mais moi je me désabonne d'un nombre de gens, Bah pas oui, possible. mais c'est parce que ouais, je comprends. Parce que j'en ai marre de voir leur tête tous les jours. Mais après c'est dire un truc rien. Putain. il faut avoir le temps en fait. Si t'as le temps, si t'as 10-15 ans devant toi, tu vas devenir inévitable sur scène. C'est-à-dire que faut en arriver au stade où quand il y a une affiche de toi qui arrive, les gens ils disent oh il fait un nouveau spectacle. Tu veux dire sans médias Pas sans médias, il y a des médias intéressants. Moi je suis pas contre tous mais les médias. Mais matraquage. Sans matraquage, le but, c'est-à-dire que je pense aussi que la clé entre guillemets, c'est que les gens ont plus le temps en fait. Et que du coup ils veulent aller vite et qu'en fait ils ont vu que tu peux être connu très vite et qu'en fait ils se rendent pas compte qu'être connu ça veut pas dire avoir développé ton talent. Ouais. Et c'est comme tu vois ce que je veux dire genre J'ai grave le temps, putain. Ouais. toi t'as tout le non, temps mais toi. ouais, j'ai le temps pour rien et pour tout. Enfin genre. Toi t'as le temps. Ouais. Ouais, ok. Écoute, alors attends, il y a 2-3 questions que je voulais. Est-ce que par exemple, il y a un truc sur les bien clairs entre nous que t'as fait, c'est une petite série de vidéos bien claires entre nous. Je sais pas si t'avais envie que je mette un coup de projecteur. Oui, dessus c'est sur pour que YouTube, les gens, c'est voilà, un c'est libre sur YouTube. service. Et est-ce que j'ai raison de dire, je les ai re-regardés hier soir parce que je suis quand même professionnel Mais pas tous quand même. et je les ai regardés pas mal Ah ouais. parce que je suis un professionnel encore Ok. une fois. Et Et tu connais... Parce que les gens me disent souvent, maintenant je sais que le générique fait 13 secondes et je clique directement à la fin du générique parce que c'est très long. Il est chouette mais il est vraiment non, long. je le regarde moi Et du coup, ouais, parce ok. que c'est un tout. Il fait ok. Et qu'il faut que je regarde le tout. Est-ce que j'ai déjà, alors je vais te poser quelques questions, mais sur la première, c'est est-ce que j'ai raison de dire que dans les influences il y avait Monsieur Manhattan? Bah oui, carrément. Ouais, Est-ce ouais. que Benoît Poulvord, parce que J'adore. pareil, c'est un comédien et c'est un humoriste. Déjà, il a fait un spectacle, les gens le savent pas forcément, mais Ouais. filmé et que tu peux télécharger, je pense, Ouais. qui est très drôle, où il dit Et qui est cette phrase classe. incroyable le journalisme est à la vérité ce que le Portugal est à l'Europe, une entité négligeable, je crois. C'est une phrase J'ai pas qu'il regardé en dit entier dans le la phrase, spectacle. dans ce spectacle Ouais. qui m'a marqué. Et Benoît Poulvord, qu'est-ce qu'on en pense? Ah bah on en pense beaucoup de bien. Moi je pense vraiment que il y a Édouard Baird et Benoît Poulvord qui m'ont très largement plu et inspiré dans ma première façon d'aborder le texte et comment parler aux gens, parler à la caméra. Et de se Carrément, dire hein. que ces gens-là, c'est des gens qui ont choisi au bout d'un certain temps d'arrêter de faire de la scène, ça fait pas chier. Ouais, moi ça me fait chier par exemple. Toi ça te fait pas chier parce que c'est pas la scène la fin en soi. Ouais, Mais... c'est dommage. Mais Baird a fait quand même pas mal de spectacles après. Oui. Mais Poulvord, ouais, la scène, non, effectivement. Mais Poulvord, apparemment, a des. Ils s'entendent très bien les deux d'ailleurs. Ouais. Et Poulvord a apparemment des gros problèmes de dépression ou d'alcool, je sais pas. Enfin, il a pas l'air. Enfin, je sais pas où il en est maintenant, mais. Je crois que depuis qu'il s'est réinstallé un peu à Namur et tout, il a retrouvé un peu son rythme de vie. D'ailleurs, Benoît Poulvord, si tu écoutes ce podcast, j'aimerais beaucoup que tu viennes un jour à Café Le 7. bien. Mais oui, effectivement, je crois que c'est non, mais je crois que c'est le monde du showbiz qui lui a fait péter un plomb aussi. Ouais. C'est ce que disait Dave Chappelle à un moment donné, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Si à Hollywood, c'est des gens brillants à la base, s'ils pètent tous les plombs, c'est qu'il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est invivable. Ça peut devenir vivable. Ouais. C'est des soirées tout le temps, on te flatte ton ego, c'est de la drogue. C'est tellement faux, c'est tellement De fake. drogue, ouais, mais Ouais. après, tu sais, qui disait ça? C'est David Letterman qui disait j'aime le show business. Martin Short et Paul Schaeffer, c'est deux mecs qui font de la comédie aux États-Unis, et qui disaient ils aiment le show business comme le show business doit être aimé. Il dit ça dans le podcast avec Norm Macdonald.
Et le show business, à la base, c'est quand même aussi un truc d'entertainment, entre guillemets, enfin la société du spectacle de bord, le côté de toute façon, on est obligé de créer de l'entertainment et qu'il y a des gens qui le font avec amour, passion et pour les bonnes raisons aussi. C'est Carrément, possible. bien sûr, bien sûr. Mais bon, c'est un tel business, c'est un tel business d'argent et d'ego qu'effectivement, pour trouver l'authentique là-dedans, faut chercher un peu, quoi. Faut chercher un petit Parce peu. que, enfin, ou en tout cas ne pas être dégoûté de tout le superficiel et le crado qu'il y a. Quelle couche, mais pour moi, oh là là, quel enfer. J'ai pas de télé chez moi et à chaque fois que j'allume, ça m'énerve. Ouais. La télé m'énerve, point. Parce que c'est vraiment une espèce de boue qui dégouline sur ta gueule. Faut garder le cap. Pour moi, c'est effrayant, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, je comprends. Mais après, c'est aussi un monde où. Est-ce que toi, par exemple, quand tu lançais, t'as demandé. Moi, j'ai demandé ça à 2 potes différents qui se connaissent pas d'ailleurs. De si jamais ils me voient vraiment péter les plombs, qui me viennent me faire tu vois. Est-ce que j'ai demandé à des gens de faire ça? T'as jamais demandé à des gens? J'ai quand même. T'as déjà des potes qui t'ont dit attention Jean-Philippe, là tu deviens chelou? Mais j'ai 2-3 personnes à qui je demande si c'est. À qui je demande ou à qui je fais extrêmement confiance pour me dire mais pourquoi pour me remettre à ma place si Et jamais c'est il y a déjà quelque chose. Non, parce que je suis tellement dans le dialogue introspectif avec ses amis, et je sors de 10 ans de psychothérapie que j'ai arrêté là il y a un mois. Ok. Et donc c'est un outil qui aide énormément, comme la méditation, à faire le point régulièrement, quoi. C'est une question indiscrète que de demander quand est-ce qu'on a. Parce que moi, en fait, j'ai déjà entendu des potes qui étaient en psychothérapie, je n'ai jamais fait personnellement, et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est un truc qu'on n'arrête pas, ou alors qu'on arrête parce qu'on déménage ou parce qu'on décide que. Mais est-ce qu'il y a un point final de temps en temps en psychothérapie? Et oui, si c'est le cas, je te demande pas ce que c'est pour ton histoire à toi, parce que c'est personnel, mais. Non, mais ça se partage, il n'y a pas de problème. C'est en fait je pense que le but de la psychothérapie, c'est de pouvoir s'en passer. Ok. Simplement. Et donc, ma psy, elle me disait, mais on a tous les deux constaté que j'avais acquis de l'autonomie. ok, c'est bon, que je pouvais manger tout seul. Okay. Non, mais voilà, c'est ça, en fait, de l'autonomie dans la gestion de mes émotions, de mes rapports aux autres, de mes blocages. Donc, à partir du moment où je me suis senti plus autonome, j'ai eu envie d'arrêter d'avoir cette béquille, parce que c'est aussi une béquille, voilà. De toutes les semaines aller voir quelqu'un pour faire le point, c'est rassurant, c'est une zone de confort. Mais bon, la vie, c'est pas ça, c'est pas être tout le temps pris en charge par quelqu'un, aidé par quelqu'un. Et donc là, j'ai arrêté cette aide parce que j'ai senti que j'étais capable de m'en passer. Voilà. Mais c'est parce que j'ai une blague sur scène, c'est pas pour amener ça à une blague, mais j'ai une blague sur scène où je dis que, en fait, je pense qu'à un moment donné, il faut trouver quelqu'un dans sa vie, être en couple, pour en fait, quand il arrive un truc dans ta vie, arrêter d'appeler tes darons. Et moi, je pense que je dis mes darons parce que c'est eux que j'appelle quand j'ai un truc, mais c'est ma béquille. Et en fait, effectivement, je me suis posé la question récemment de est-ce que 2 fois je devrais pas m'obliger, parce que en fait, c'est vraiment un truc. Mes darons sont très présents et c'est des gens vraiment cool, etc. Et du coup, moi, si tu veux, quand j'ai un truc qui me tracasse trop, et si ça prend trop de place, je vais appeler l'un de mes 2 darons et je vais dégueuler ça en mode et puis après ils vont me dire ouais ça va en fait, et je fais ah oui ça va en fait, et je raccroche et ça va mieux, tu vois. Et non mais c'est vraiment débile. Et eux de leur côté ils chient du sang après. Je Merci. sais pas. Non mais en vrai j'essaye, non, et puis une fois sur 3 j'essaye d'avoir un appel positif en disant non en fait ça va, vous inquiétez pas, c'est genre pour qu'ils soient non, d'accord, je contrebalancés. Mais tu vois et je me suis dit putain, enfin dans la blague que je suis en train d'essayer de continuer et d'écrire, c'est de finir par dire en fait, je crois qu'un jour, mes darons vont me payer un psy pour me dire allez, va parler avec lui, quoi. Mais ça dépend comment eux le gèrent de leur côté. Ça se trouve, ils intègrent très bien le. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, alors là où je voulais en venir, pardon, c'est qu'à un moment donné, en fait, je pense que la clé, c'est de trouver quelqu'un à qui parler, en fait, des choses que tu n'exprimes pas, parce qu'en fait, c'est les choses non exprimées que tu gardes en toi qui te créent. Bien sûr, il faut que ça circule. Il faut que ça circule. Mais il y a des gens pour qui ça circule pas assez et qui se créent des nœuds, en fait. On dit tout seul on va plus vite, à 2 on va plus loin. Et c'est pour le couple ou pour le reste. Hein. Mais d'ailleurs, ça peut être quelqu'un ou quelque chose, je trouve, parce qu'il y a des choses qui sont thérapeutiques. Le voyage, la danse, je sais pas, il y a les passions peuvent être thérapeutiques et peuvent mener à des rencontres, évidemment. C'est vrai que c'est souvent dans la rencontre qu'on dénoue des choses. Mais... Voyage, danse, passion. Moi, la passion, c'est le stand-up et je suis sûr que ça m'a sauvé, ça j'en suis certain. Par contre, voyage, je suis pas un très grand voyageur. Danse, je sais pas danser. Toi, les 3, tu les abordes comment ? Je les aborde de manière très thérapeutique, je l'ai vachement fait les 3. Ok, le voyage, j'ai voyagé très régulièrement à Noël, tout seul, je pars 2 semaines. Ah oui, tu fais ça ? Ouais, j'ai pas fait ça cette année. Le voyage cette année, c'était d'aller voir mes parents, un truc que j'avais pas fait depuis longtemps. Okay. Du coup, là, j'ai fait un voyage
à Bordeaux. Voilà. Ok. C'était une autre sorte de voyage, mais sinon, de voyager seul ailleurs, ça réajuste sa propre boussole d'une manière incroyable parce que t'es tout seul, c'est vraiment dans un environnement totalement inconnu, et du coup, tu t'es à même d'observer vers quoi tu te diriges naturellement. T'es plus dans les mêmes repères et ça recalibre les choses de manière géniale. Et la danse, ça fait vraiment redescendre dans le corps, dans cette société qui, pour moi, moi, je monte très vite dans la tête avec vraiment que de l'intellectuel, de la réflexion. Or, on n'est pas forcément ce qu'on pense. On n'est pas ce qu'on est en train de penser, je veux dire. On n'est pas de nos pensées. Et, or, on s'identifie beaucoup à nos pensées. Et d'être plus qu'avant, tu penses? Enfin, c'est un mal moderne. C'est parce que je sais pas. Ouais. Je sais pas, en tout C'est cas, vrai qu'on accorde beaucoup de sens à nos pensées et on est dans un monde où les opinions deviennent des faits. On est dans un monde où effectivement ce que tu penses, c'est ce qui est vrai. Et quand on regarde l'évolution de l'homme, j'ai l'impression que l'homme du futur, on l'imagine avec un gros cerveau et un petit corps obèse. Et du coup, de redescendre dans le corps, c'est un peu comme si j'allais me balader dans la nature, quoi. D'ailleurs, je me balade dans la nature le plus régulièrement possible parce que ça reconnecte. C'est vrai. Je pense que c'est Christophe André dans l'un des trucs de méditation. Christophe André, c'est un mec qui a amené la méditation en France vachement. Et il disait que les deux premières choses pour être heureux dans sa vie, c'est avoir des amis et se balader dans la nature. Okay. C'est vrai que c'est des trucs hyper simples, mais ça reconnecte absolument au présent, à ce qu'on est, au plaisir d'être en vie. Ouais, tout simplement. Ça. Ok. Voilà. Là, une petite terrasse avec un pote et après une petite balade. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est des moments où tu penses à rien d'autre. Un bon bain de minuit. Au fait, non, mais tu penses à rien d'autre qu'au fait d'être là, c'est vrai, t'as raison. Ah bah, la nature, ouais. C'est génial de fréquenter des arbres. Hein. Non, j'irai pas aussi loin, je m'arrêterai là. Ah non, franchement. J'ai jamais fréquenté. Mais j'adore fréquenter des arbres. C'est-à-dire que vraiment, un arbre, c'est quelqu'un qui est là, complètement immobile, très présent, qui est magnifique, qui est une espèce d'explosion au ralenti. Et Quelqu'un m'a parlé récemment qu'il avait pris une drogue, je sais plus laquelle, mais une des drogues qui te fait faire vraiment péter le cerveau, qui m'a dit qu'il avait parlé à un arbre pendant longtemps et qu'il avait compris beaucoup de choses. Ouais. Ça existe pas. Parce qu'il y a eu un documentaire qui était passé récemment sur la vie secrète des arbres ou je sais pas quoi. Bien sûr, Et ok, donc non mais c'est des êtres. Et je trouve que aussi comme on est des êtres d'imitation, c'est-à-dire qu'on s'imite énormément. Quand on est petit, on imite les adultes et entre adultes, on s'imite énormément. C'est vrai. Que ce soit pour des comportements traditionnels, se marier ou même pour traverser la rue ou pour n'importe quoi, on est énormément dans l'imitation. Et qu'est-ce que j'allais dire Les arbres, c'est pas. Oui, que d'être dans la nature, et du coup, on prend quelque chose de la nature. On est dans l'imitation. Quand tu es au bord de la mer, tu sens bien qu'il y a quelque chose de solide et serein qui s'installe en toi parce que la mer est vraiment inamovible. Elle est là et c'est tout. Tu peux rien y faire et tu chopes. C'est frustrant ou pas de voir ces trucs-là en mode putain, je peux rien faire contre ça. Non, non, c'est pas frustrant. Faut l'accepter. Non, justement, la psychothérapie aide à accepter le fait que c'est immuable. C'est un exercice d'humilité, ça aide à accepter que on contrôle pas du tout les choses, quoi. Et on peut même s'en inspirer et en apprendre. On peut apprendre de la mer, quoi. Je dis ça au premier degré. On peut vraiment apprendre des éléments de la nature. Même de l'observation des étoiles et tout, de se dire mais qu'est-ce que ça nous on apprend tout ça, et quoi. Puis oui, après non, c'est clair de se sentir un petit peu moins important que ce qu'on l'est peut-être. Qui disait ça, genre qu'on fait de la vie, c'est peut-être Woody Allen et si c'est le cas, ça me fait chier de le citer. C'est pas grave. Passons. Il y a un bouquin qui s'appelle Siddhartha. Siddhartha. Ouais, je sais plus de qui c'est, merde. Ça parle de quoi? C'est peut-être c'est le chemin du Bouddha. Ah ok. Mais il y a tout un long passage où vraiment il écoute le fleuve et le fleuve, il apprend du fleuve. Ok. Et c'est sans drogue. Comment? Sans drogue, sans aucune drogue. Sans aucune drogue. Mais très présent au monde et aux choses. Non, ok. Ouais, non, mais après, c'est un stade. Je sais pas si j'y arriverai un jour, mais en tout cas, c'est intéressant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a un dernier truc sur lequel on n'a pas parlé. Enfin, un dernier truc, on pourrait parler encore des heures, mais un dernier truc où on n'a pas parlé. Et comme c'est la fin et que ça sera peut-être pas la partie la plus sexy du podcast, on l'aborde comme ça. Mais on n'a pas parlé de littérature et de lecture. Je crois que t'aimes bien lire. Et on est dans un monde où les livres se vendent moins. Enfin, moi, je sais que j'ai de la chance d'avoir un petit frère qui est très très littéraire et qui a même arrêté Sciences Po pour faire un doctorat en littérature. Enfin, je veux dire, qui aime lire, qui est quelqu'un de qui lit beaucoup. Avec qui tu peux partager ça d'ailleurs. Et qui m'a d'ailleurs, j'ai été le seul membre de son club de lecture pendant 6 mois, 1 an, où il me donnait un livre par semaine qu'on débriefait après. Et un jour, il m'a donné les 7. C'est comme ça que j'ai lu les 7 Harry Potter parce que je les avais jamais lus et c'est lui qui m'a obligé en me disant je te fais lire des livres intéressants et tout, mais ça l'est, donc fais-moi confiance. Et j'ai pété un plomb et je suis devenu fan d'Harry Potter grâce à lui, ce genre de truc.
Mais Et- tu dis c'est moins sexy la littérature. Tu dis on va finir par quelque chose de moins sexy. Tu parles de littérature. Eh ben non, mais parce je pense que ça peut être sexy, hein, la ça littérature. peut l'être, et c'est le but. Et moi, Ça- je trouve que ça l'est, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens pour qui livre égale ennui Mais égale notamment cette chiant, blague, chiant. cette blague qu'on voit sur les réseaux de temps en temps. Si vous arrivez, si vous allez chez quelqu'un pour la première fois et que vous voyez qu'il n'y a pas de livre, ne couchez pas avec. Ah, c'est drôle. Et c'est en anglais, c'est mieux dit, mais je trouve que c'est tout à fait juste, quoi. Ok. Don't fuck someone ou je sais pas comment Ok. ça va là, mais. Enfin bref. Les alors- pauvres gens qui n'ont pas de livre, du coup. Comment S'il y a des gens qui n'ont pas de livre et qui écoutent ce podcast, tu Ouais, crois qu'ils vont aller je- acheter je des livres? pourrais pas coucher avec. Allez acheter des livres. Et Ou qui vous veulent ne coucher coucherez- avec vous moi. ne coucherez plus jamais avec Jean-Philippe. C'est- voilà, la menace finale. Mais où est-ce que tu partais là dans Et ton- bah, j'allais savoir quelle place prenait la littérature dans ta vie, parce qu'il y J'allais a, savoir. il y a la nature, il y a la scène, il y a le fait de devoir prendre le temps, etc. T'as des moments de lecture quotidiens? Est-ce que c'est un J'essaye, livre de ouais, temps ouais. en temps? Non, j'essaye. En fait, j'ai plein de livres commencés. Je lis plein de trucs en même temps. Ah d'accord, donc ça c'est intéressant aussi. Vraiment, je picore T'arrives. carrément. Ah ouais, Un roman, t'arrives à avoir un roman et 3 livres à côté. Bien sûr. Ah ouais, mais plus que ça même. C'est vraiment, j'ouvre les livres au hasard. Et tu les finis Et oui. Pas tous, mais oui, la plupart du temps, je finis quand même. Je Ok. finis par les finir, quoi. Et c'est pas forcément quotidien ou régulier, mais il y a vraiment des phases où des livres m'ont complètement accompagné, m'ont nourri. Parce que ouvrir un livre qu'on a chez soi, donc qu'on a choisi d'avoir chez soi, et qu'on ouvre au hasard, par exemple, c'est comme tirer les cartes, quoi. C'est sur quoi tu vas tomber, Ouais. et de quoi ça va te parler. Et puis même, c'est vraiment quelqu'un qui a écrit un livre, c'est quelqu'un qui partage quelque chose, et c'est comme un dialogue Oui, bien sûr. un peu plus tard, enfin d'une autre manière, quoi. C'est quoi le livre là qui t'a marqué, un des livres qui t'a marqué? Par exemple, l'éducation sentimentale de Ouais. Flaubert. Ouais. Pour moi, c'est vraiment, je me suis dit, mais il m'a accompagné, quoi. C'est vraiment un accompagnement total. C'est le cas de beaucoup de gens, je crois. Ça correspondait exactement à une période, un truc. Ok. Ouais, bien sûr, c'est un chef-d'œuvre. C'est pas. Il y a C'est de l'eau de David Foster Wallace Ok. qui m'a révélation. C'est vraiment un tout petit bouquin, hyper facile à lire, que je recommande Ah, bah, 1000 il faut que fois je à lise tout le parce monde. que je me suis lancé 3 fois dans Infinite Jest que j'ai jamais Là, réussi ça à a rien voir. dépasser 100 pages. Ouais, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il a pu écrire, parce que c'est la retranscription d'une conférence qu'il a donnée à des élèves Ah, je en suis école chaud. d'art aux États-Unis. Ok. Et c'est hyper simple. C'est vraiment, il y a beaucoup moins de pages que dans tous ces autres bouquins. Et c'est sur quoi faire de sa vie. Faut le lire. Je sais pas. Ouais, ça D'ailleurs, donne il y très a envie. un biopic sur David Foster Wallace avec Jesse Eisenberg et Jason Segel qui joue David Foster Wallace, qui est plutôt pas trop mal si vous voulez Ouais. jeter un coup, si vous voulez voir le film avant de lire le livre entre guillemets. Mais pour accéder à David Foster Wallace, c'est encore plus simple. C'est de l'eau. C'est de l'eau. This is water. This is water. C'est merveilleux. Ok. Vraiment. Ok, bah écoute, je vais le lire en tout cas. Je ouais. pense d'ailleurs que c'est très facile de passer à côté de ce livre tellement il est simple. Ok. En fait, on se dit, mais oui, mais je savais déjà ce qui est marqué dedans. Alors qu'en fait, pour moi, c'est d'une profondeur, et justement, c'est dur d'arriver à cette simplicité-là, je trouve. Oui, bah ça après, Ça, c'est vraiment, c'est un truc qui va dans tout ce qu'on a parlé depuis le début. Ouais. La simplicité, c'est ce qu'il y a de plus dur en fait à terme. Même sur scène, faire du stand-up, en fait, les meilleurs, Bien c'est sûr, ceux bien qui arrivent sûr. à être le plus simple et le plus. C'est ceux qui ont l'air de pas travailler, de exactement. pas être. C'est ça le but à la bien fin, sûr, quoi. bien sûr. Mais, il y a un ok. mot anglais pour ça, non? On me l'a dit il y a pas longtemps, pour faire croire que c'est vraiment très très facile, alors qu'en fait, il y a énormément d'années d'expérience et de travail je derrière. vois ce que mais tu veux dire. Je Enfin, bref, vois le mais, concept, mais j'ai pas le mot. c'est pas grave. On peut inventer notre propre mot à propos de ça. Le flegmat. Je sais pas. Ouais, bon, bref, on n'y arrivera pas. Non. Ok, bah écoute, non, on a déjà beaucoup parlé. En fait, finalement, sans trop aborder, tu vois, je savais qu'on allait arriver sur. Sans trop. La lune. Sans trop, ouais, je sais pas. Est-ce que t'as d'autres trucs Toi, tu veux dire des trucs? Tant que t'as un micro, c'est la première fois que tu fais un podcast, tu disais? Oui. Et du coup, c'est parce que toi qui es très à la voix et tout, genre, parce que quand je t'ai Ça, la proposé. voix, ah oui. Non, mais je t'ai proposé et tu m'as dit, tu peux. C'est marrant parce que. Ça me dérange. Enfin, ça m'a pas. Mais t'as demandé, est-ce que je peux réfléchir Oui, un oui. petit peu? Bah, comme pour tous les autres trucs médiatiques, on m'a proposé d'autres trucs de tel T'inquiète interview. pas, médiatiquement, tu risques pas. Tu Oui, vas pas non, mais je exploser. sais, mais on voit bien que c'est important de faire des choix en fait Oui, oui. là-dedans, et T'as pas réfléchi longtemps, t'avais dit je réfléchis 2 Oui, oui, jours oui. et en fait au bout de 3 minutes. et d'avoir un 10 minutes, t'as dit parcours oui. là-dedans. En fait, même pour plein de choses, pour des achats, pour plein d'autres choses dans ma vie, je fais attention à prendre le temps qui met une petite distance avec, de prendre le temps de voir ce que ça me fait simplement. Ok. Et du coup, quand je t'ai proposé un café au 7,
30 minutes avant de dire ok, c'était quoi les questionnements? Mais c'est même pas forcément des questionnements, c'est juste on m'a proposé ça et est-ce que par exemple spontanément j'ai eu envie de dire oui, mais est-ce que spontanément, mais là tu fais un truc visuel vraiment qu'on peut pas partager. Hein. Mais je savais pas du tout que ça pouvait faire ça. Genre, vraiment, ça va, je découvre mon Il tire le pied de micro jusqu'à lui et comme un enfant. Mais parce que je viens de le découvrir, pardon. À rallonge. Et du coup tu t'es dit est-ce que non, spontanément j'ai eu envie d'accepter et 30 minutes après j'ai toujours eu envie d'accepter. Je me suis dit bon bah c'est bon signe. Ok. Voilà. Ok. C'est tout. Ouais. Et bah écoute, je suis très content que t'aies accepté. Bah merci de m'avoir invité, c'est assez chouette cette discussion. Bah oui, c'était très chouette et tu peux finir avec le mot ou la phrase que tu veux. Voilà, je te laisse ça. Oh là là, j'aurais dû préparer ça. Non, justement. En ce moment, j'ai une phrase qui traîne dans ma tête et je sais pas trop comment la placer ni vraiment ce qu'elle veut dire. Je me dis, la plupart des gens n'en sont pas. Je crois